La renaissance de Lord of the Fallen. Il me semble que un peu de temps, ou peut-être ça tombe au même moment hein, à peu près, où l'auteur comment dire, le CEO du jeu s'est fait bannir du subreddit, il va lâcher, ou si c'est pas déjà le cas, une version V2 du jeu. Donc voilà, la renaissance de Lord of the Fallen, un Souls-like incontournable en 2025. By shadow, and with it, hope. A new, grim champion arises, the Dark Crusader. And perhaps it will indeed come to pass. Voilà, il me semble que ça c'est la cinématique du jeu. Who shun the light in order to fight the darkness possess the power to defy a god. Ah mais attends, il me semble que j'avais vu un peu de gameplay de ça. Hein. Il me semble que Lord of the Fallen c'est ce jeu où tu tiens une lanterne et tu sais en fonction de si tu changes peut-être jour ou nuit ou tu vois qu'importe ce que c'est, le décor change, la map change et t'as plein de trucs différents. Et je crois que c'est un peu la mécanique de base du jeu, il semble que c'est ça, non? Ça me fait mal de l'avouer, mais ça va faire 1 an et demi depuis ma dernière vidéo, et si c'est arrivé, c'est pour une seule et bonne raison, j'ai manqué de temps. J'ai eu très peu de temps pour moi, et donc très peu de temps pour jouer, et à vrai dire c'est assez simple, depuis bientôt 2 ans, je me lève le matin, je vais bosser, je rentre chez moi, je fais 1 heure ou 2 de sport, je me douche, moi, je hein. mange, je regarde un truc vite fait, et je vais me coucher en étant exténué. Et les week-ends ou les jours de repos, je ressemblais à ça. Donc c'était difficile ne serait-ce que de jouer, mais en plus m'enregistrer et être assez en forme pour être un minimum divertissant, bah comment dire, c'était assez compliqué. Bref, tout ça pour dire que depuis tout ce temps, je meurs d'envie de reprendre les vidéos, et même si j'en ai pas sorti, je me suis lancé un petit défi cette année, c'est celui de finir tous les jeux d'une série pas trop connue, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, ça s'appelle les Souls. Et comment vous dire aussi... Ah d'ailleurs, vous savez que moi il y a beaucoup de Souls-like auxquels j'ai pas touché. Vous savez, le plus connu étant Lies of P. Vous savez que j'y ai toujours pas joué. Hein. Il est sur ma liste, mais en fait je sais pas, j'ai l'impression qu'après avoir touché aux Souls originaux, je crois que j'aurais du mal un peu à jouer à une version... C'est peut-être un peu insultant, mais une version on va dire cheap du jeu quoi. Je suis sûr qu'il y en a de très intéressants. Lies of P, je sais qu'il y a Atomic Heart aussi, qui m'avait beaucoup intéressé. Mais jusque-là, j'ai pas joué à... Et même Black Myth Wukong, si tu veux qualifier ça de Souls-like. Tous ces jeux-là, je les ai jamais vraiment touchés. Je pense qu'un jour, on les fera. Hein. Un jour, on les fera. Parce que vous savez que les Souls, c'est vraiment ma deuxième licence favorite derrière les Elder Scrolls. Et je pense qu'on les fera au bout d'un moment. Mais c'est vrai que j'y ai jamais vraiment touché. Voilà, ma liste est vraiment très... Vous savez que je prévois de faire Blasphemous 2 aussi. Hein. Peut-être dans pas longtemps, faut voir. En tout cas, ce sera sûrement après... Oblivion Remastered s'il sort cette semaine quoi. Surprenant que cela puisse paraître... Fragment d'Estus. Oh mais y'a un mec là. C'est pour me... Les fragments d'Estus c'est pour avoir une... L'ombre m'a fait peur. Attends, je suis pas sûr hein. Oula, oh, le mec il a dit 3 phrases en même temps. J'ai réussi et je suis devenu un peu accro. Si bien qu'en ayant fini les Souls, bah j'en voulais encore. Et comme je me gardais Elden Ring pour plus tard, j'ai voulu essayer un petit Souls-like. Ah non, les Bow Only, je l'ai fait sur Dark Souls Remastered. Bon, espérons qu'on n'ait pas à le faire sur Elden Ring ou même DS2, ce serait horrible. Hein. Ah, mais moi franchement, les Bow Only, je veux pas, hein, je sais pas pourquoi. Edgar continue à persister là-dessus, moi je veux pas. Mais bizarrement, je sens que ça va arriver. Hein. Qui me faisait grave de l'œil depuis un bon Ouais, moment. Blasphemous. Ce n'est pas Lies of P, mais bien Lords of the Fallen. Si vous êtes fan des jeux de From Software, je suppose que vous avez probablement entendu parler de Lords of the Fallen. Pour beaucoup, ça a dû se passer comme ça. Vous avez vu le trailer, vous vous êtes dit waouh, ça a l'air sympa et en plus c'est magnifique. Et quand le jeu est sorti, bah ça a sûrement été à douche froide, parce que l'état dans lequel il était, c'était absolument catastrophique, aussi bien au niveau des performances que de l'optimisation ou de l'équilibrage. Et pour les plus attentifs, vous vous êtes même dit « Mais attendez, il y a déjà eu un jeu Lords of the Fallen, non ?» Et vous auriez raison, en 2014 est sorti un jeu du même nom, fait par les mêmes développeurs, mais c'était pas un très bon jeu. C'est la raison pour laquelle en 2023 ils ont sorti Lords of the Fallen, le reboot, faisant table rase des éléments du premier.
Et s'il est vrai qu'à sa sortie en 2023, le jeu était éclaté au sol pour des raisons techniques et d'équilibrage, It's absolute insanity. I just downloaded Lords of the Fallen. Now I'm stuck. C'est vrai qu'il me semble que j'avais un ami, j'avais Von justement qui nous parlait de, tu sais, avant que Lord of the Fallen sorte, il parlait du fait que ouais, en fait ce jeu existait déjà, mais c'est, il va ressortir le jeu sous le même nom, mais en fait c'est un autre jeu. Ouais, je sais pas pourquoi comment dire, le créateur continue à persister avec le nom. Bon, non pas que ce soit une mauvaise chose, parce que j'ai l'impression que, en tout cas, l'opinion publique a l'air de bien aimer ce qui est en train de se passer sur le jeu. Mais il me semble que j'ai entendu dire qu'ils vont encore sortir une version V2 du jeu. Non pas que ce soit un nouveau jeu, mais je crois que ce sera beaucoup de correctifs et ça va ajouter beaucoup de choses. In the floor. bah ça fait maintenant 2 ans et pendant tout ce temps, le jeu a reçu des mises à jour, des patchs, des ajustements. Et laissez-moi vous dire que maintenant, le jeu est absolument incroyable. Tout ça pour dire que Lords of the Fallen a raté sa fenêtre de sortie et est tombé dans l'oubli assez rapidement. Et c'est injuste, et les joueurs et joueuses en mal de Souls qui ne l'ont pas encore fait ratent clairement quelque chose, et je vais vous dire... Vous savez que le plus grand, comment dire, le plus grand exemple de cette espèce de jeu qui arrive à, comment dire, à retrouver de sa splendeur après une sortie initiale catastrophique, c'est vraiment No Man's Sky. Vous savez, c'est vraiment No Man's Sky. Alors attendez, je m'occupe de ça. Voilà. C'est vraiment No Man's Sky. Et je pense que c'est l'un des seuls, ou voire même le seul jeu qui a réussi à redorer son blason. Non, c'est faux. C'est vrai qu'il y a The Witcher 3 aussi, quand il est sorti, je crois qu'il a beaucoup été critiqué parce qu'il était bien buggé, et aussi Cyberpunk. Cyberpunk, je pense que c'était pire. Il me semble que vraiment à la sortie du jeu, l'optimisation était vraiment bancale. Vous savez, c'est pour ça que je disais que ce serait peut-être bien de faire, en tout cas sur Steam, des espèces de... Tu sais, les critiques qui se font sur Steam, peut-être tu fais une semaine ou du moins au début du jeu, tu mets dans une certaine catégorie, et ensuite t'en fais une autre qui permet de séparer un peu ces deux-là. Parce que je trouve que les jeux, à leur sortie, tu sais, il y a beaucoup de problèmes d'optimisation, tout ça. Et c'est vrai que niveau réputation, bah, c'est quand même dommage c'est quand même dommage pour le jeu, quoi. Tu sais, après des années, alors que le jeu s'est quand même beaucoup amélioré, beaucoup de correctifs, beaucoup d'éléments ajoutés, tout ça, il souffre quand même de cet aspect un peu... tu sais, tu regardes sur Steam et tu regardes avis mostly average, tu vois. Ce genre de choses. C'est quand même un peu dommage pour les jeux. Cyberpunk, le comeback du siècle n'empêche. Ouais, mais il faut vraiment que je le fasse, celui-là. Il faut vraiment que je le fasse. Après, tu sais, en ce moment-là, je suis pas dans une période où je veux jouer à des jeux qui sont vraiment très longs et tout. Mais j'ai fait The Witcher 3, j'ai même fait les deux autres The Witcher. Et de toute façon, je le sais, CDPR, c'est vraiment une source sûre. Mais ouais, il faut que je le fasse. Vous dire pourquoi. Le jeu se déroule dans le monde de l'Axiom, un mal... Alors attends, je vois que histoire du jeu sans spoil, j'espère qu'il n'y a pas une partie de jeu avec spoil. Ah, ok, c'est bien ça, ok. autrefois vaincu et scellé, menace de ressurgir. Vous, porteur de lampe, avez été Sérieux désigné pour l'éradiquer sur gâchera le ordre reste. des Croisés Obscurs, un groupe de puissants chevaliers régnant sur ces terres et dont la mission est de contenir cette menace. Il suffit de regarder une bande-annonce, un test ou même la jaquette du jeu pour entendre parler de l'Umbral, un élément central du jeu. Mais qu'est-ce que c'est et comment ça fonctionne? Pour faire simple, C'est la l'Umbral, c'est lanterne, une du deuxième coup. dimension, un monde parallèle à celui de l'Axiom, omniprésent et peuplé de créatures effroyables et terriblement dangereuses. L'Umbral est intrinsèquement lié à notre personnage et à l'histoire du jeu, et comme je ne veux pas vous spoiler, je dirais juste que notre héros se retrouve en possession d'une lampe qui va lui permettre de voir dans cette deuxième dimension, et aussi d'interagir avec ce qui s'y trouve. Cette lampe est un objet que vous pouvez utiliser à tout moment, et de plusieurs... Ça, j'avoue, c'est quand même une mécanique intéressante, tu vois. C'est vrai qu'à l'époque, quand je regardais le trailer, je voyais un peu ces visuels où justement t'as, tu sais, un décor, on va dire, plutôt beau, tout ça, etc. Mais là, t'actives un peu ta lampe qui te permet du coup de voir l'Umbral. Et c'est vrai que là, waouh, tu vois, genre là, tu passes vraiment de la prairie aux enfers. Tu vois. Et ça, c'était quand même vraiment intéressant, impressionnant à voir aussi. C'est vrai que j'ai pas joué. J'ai un ami quand même qui m'a streamé un peu le jeu, mais c'est vrai que j'ai jamais trop fait gaffe. Après, faut que je vérifie si effectivement il va bien parler de la Renaissance dont je suis en train de penser.
Parce que voilà, du coup, apparemment, il dit qu'il y a eu plein de mises à jour et du coup, aujourd'hui, le jeu est un banger. Il faut que je vois si c'est le cas. Faut voir si c'est le cas parce que ça peut être intéressant de le faire. Plusieurs façons différentes. Vous pouvez ouvrir une fenêtre sur l'umbral, vous en servir pour interagir avec certains éléments du monde, trouver des objets cachés, débloquer des raccourcis, mais vous pouvez également vous en servir en plein combat. Mais ce n'est pas tout. Dans ce jeu, quand votre vie tombe à zéro, vous ne mourrez pas immédiatement. Vous êtes transporté dans l'umbral, affaibli et assailli de monstres. C'est Là, vrai que ce j'avais n'est vu plus à ça, travers moi. une simple fenêtre que vous observez l'umbral, mais vous y êtes coincé. En revanche, si vous mourrez dans l'umbral, ce sera game over, et vous retournerez au dernier checkpoint. Ça, c'est pour les bases du jeu. Ok, intéressant comme mécanique. Donc basiquement, t'as 2 morts avant de vraiment crever, quoi. Au niveau de ces systèmes, le jeu fonctionne comme un Souls. Après une courte introduction, vous vous retrouverez sur l'écran de création de personnages et de sélection de classes. Vous aurez lors de votre première partie le choix parmi 9 classes, auxquelles s'ajoutera une 10e si vous achetez la version de luxe, la classe Croisée Obscure. Tout comme un Souls, les classes sont orientées vers différents types de combats, corps à corps, distance, magie, et vous pourrez toujours orienter votre personnage vers le style qui vous plaît en cours de partie. Ouais, ça c'est totalement Bloodborne. Ça c'est totalement Bloodborne, hein, je veux dire, le style un peu victorien. C'est vrai que ça, en plus ça paraît un peu déconnecté par rapport aux autres armures qu'il a montrées. Mais par contre, c'est vrai que là je regarde les armures comme ça, c'est vrai qu'elles sont vraiment stylées. Hein. Elles sont vraiment stylées. Moi j'aime beaucoup en tout cas. Et même réattribuer ses compétences. L'originalité des styles de combat de Lords of the Fallen, et en ça il est différent des Souls, c'est qu'ici les armes à distance et la magie ne sont pas des styles de combat alternatifs, mais plutôt complémentaires au corps à corps. En effet, vous n'aurez pas à aller dans le menu pour passer d'une épée à un sort, mais simplement à presser une touche pour passer en mode distance/magie, ce qui rend les combats fluides et plus diversifiés. Et tout comme les Souls, le jeu dispose d'un système de multijoueur, de coopération et d'invasion, que j'aborderai un petit peu plus tard. Un des points vivement critiqués. D'ailleurs, Chad, vous en pensez quoi un peu de cette. Comment dire? Vous savez, le mode multijoueur, mais à la façon des studios japonais ou même chinois ou coréens. Vous savez de quoi je parle ou pas? Je parle de cet aspect un peu. Tu sais, un peu à la. En fait, c'est des sections multijoueurs, mais plus instanciées. C'est-à-dire que c'est pas vraiment. Tu te balades pas comme un. Waouh, et là, tu vois 30 000 personnes ou beaucoup de personnes dans les villes, etc. Mais cet aspect un peu. C'est plus un jeu solo qui a des aspects instanciés où effectivement c'est multijoueur. Un peu comme un Genshin Impact. Hein. Bon, là, dedans, c'est vraiment à la limite de l'inutile, tu sais. Mais la plupart du temps, Genshin, c'est un jeu solo, par exemple. Et quand tu passes en multijoueur, bah, c'est soit des events en multi, soit tu peux utiliser le personnage d'un autre. Mais tu sais, c'est un peu genre le multijoueur d'un... Comment dire? D'un Monster Hunter, tu sais. Un peu instancié. C'est pas toujours multi, quoi. Et c'est vraiment pas le cœur principal du jeu. Pour moi, qui est quelqu'un qui... comment dire? Mes jeux préférés à moi, c'est des jeux solo. Tu vois? C'est des jeux solo. Et pour quelqu'un comme moi, bon, la plupart du temps, ça fait pas de différence, mais je trouve que ça ouvre pas mal de choses. Vous savez, dans Elden Ring, qui est un de mes jeux favoris, c'est pas vraiment un jeu multijoueur, même si tu sais, il y a quand même du contenu multi, hein. Mais un truc que j'aime bien avec ça, c'est l'aspect communautaire, tu sais. Genre, tu sais, les blagues à la con en mode t'es sur le rebord d'une falaise et là t'as un message chemin secret droit devant. Et là, au début, tu te fais avoir, t'avances et là tu tombes et du coup tu te fais avoir par la communauté, tu vois. Et la communauté qui est derrière, il y a 10 000 personnes qui ont validé son post pour dire oui, c'est vrai, tu vois. C'est vrai que tu vois, cet aspect-là un peu multijoueur, c'est pas vraiment du multijoueur parce que vous jouez pas vraiment. Mais c'est un aspect communautaire, moi, que je trouve vraiment très sympa hein, là-dedans. Lors de la sortie du jeu, c'est qu'on nous balançait des tonnes d'ennemis en même temps sur la tronche, et que c'était juste pas fun, puisque cela créait une difficulté artificielle, déséquilibrée et totalement injuste. Amazing Chest Head aussi, dans Dark Souls 1, pour Guinevere. Par chance, ce n'est plus le cas. Les développeurs ont fait un gros travail de rééquilibrage sur ce point, rendant la progression plus agréable et la difficulté à la fois plus maîtrisée et plus juste. Ceci dit, ne croyez pas pour autant que votre périple sera facile et que vous n'aurez qu'à enchaîner les 1v1. Au niveau des styles de combat, vous en aurez pour à peu près tous les goûts. Des armes à une main, à deux mains, double arme, dague, épée, hache, lance, arc. Les animations sont fluides, et un autre point qui a rebuté beaucoup de gens au lancement du jeu, c'est l'amplitude des mouvements.
Le personnage a tendance à faire des grands pas en avant pour lancer les attaques, ce qui a mené beaucoup de joueurs à tomber dans le vide, mais heureusement ça aussi c'est quelque chose qui a été patché, puisque maintenant quand vous vous lancez pour attaquer, Il y a aussi une autre critique du jeu que j'avais entendue. C'était... alors, qu'on valide ou pas cette critique, j'avais entendu que c'est vrai que l'univers paraissait peut-être un peu trop gris. Je vois ce que je veux dire. C'est tout le temps la même patte, la même ambiance un peu dark, un peu sombre, tout ça. Après, moi, personnellement, ça me pose pas trop de problèmes non plus. Parce que, on va dire, j'aime bien ce genre d'univers un peu triste, un peu lourd, tout ça. Mais c'est vrai que, bon, voir un peu une variété de décors. Tu sais, par exemple, Elden Ring, c'est un jeu à l'univers très sombre, etc. Et puis, dans le DLC, t'as le village des chamans qui est vraiment une brise... tu vois, une brise dans un univers vraiment très sombre, tu vois. Et bah, tu vois, par exemple, cet endroit que je viens de décrire, le village des chamans, il y a vraiment pas grand-chose là-bas. Hein. Il y a vraiment pas grand-chose là-bas. Et pourtant, c'est l'un des endroits qui me vient le plus en tête. Et vous savez, hein, pourtant, vous savez que dans Elden Ring, il y a vraiment énormément de super bel endroits. Kiff, perso, mais ça fait le taf. Ouais, ok. Ouais, en vrai, vous ça ne me pose pourrez pas... plus tomber dans le vide. Ça me pose pas plus de problèmes que ça. Ouais, Necron aussi, hein. Necron, ouais, vraiment. Quand tu vas en bas et t'as ce moment où tu sais, l'escalator il dure super longtemps. Et là, tu vois les premières étoiles et tout, c'est vraiment incroyable. Ouais, le Crucible Knight aussi. Vraiment un super jeu. Mais ça n'empêchera pas de se taper des grosses frayeurs. Concernant les boss, ça varie entre le très bon et le moins bon. Déjà, on en a beaucoup, et ça c'est bien, et c'est plutôt bien rythmé. Certains boss sont incroyables, autant au niveau esthétique et mise en scène que dans le combat lui-même, alors que d'autres sont tout pourris. Mais je vous rassure, souvent ce sont juste des mini-boss qui sont pas incroyables, comme cet archer qui finit par devenir un ennemi lambda après son combat. Certains boss, et surtout... Ouais, bah un peu à la même façon des Souls ou Elden Ring. Hein. Ça pose pas de problème. Tu sais pourquoi les gens ne crient pas au fait que ouais, dans Elden Ring il y a 10 000 fois un reskin de boss, tu sais, dans les petits donjons, les espèces de petits catacombes. En fait, il y a tellement de contenus qui sont tellement bien. Tu sais, ces petites phases qui ajoutent beaucoup de gameplay mais qui n'est pas forcément très intéressant. Bah là, on pardonne, tu vois. C'est une question de quantité en fait. Pour moi, hein. Je trouve que c'est une question de quantité. C'est tant que tu as beaucoup de hauts, tu peux te permettre pas mal de, on va dire, d'astuces un peu faciles pour faire plus de contenu, tu vois. Surtout le tout premier du jeu, ont des attaques complètement téléphonées, à un point où c'est presque drôle tant le boss prend une giga pause avant de vous attaquer. Mais je vous rassure, tous les boss n'ont pas des mouvements aussi évidents à éviter. Pour les mécaniques de gameplay des boss, ça reste globalement classique. Ceci dit, il y a certains combats qui utilisent la lampe de l'Umbral de façon assez originale, ça rajoute un petit plus, bien que, à mon avis, ça pourrait être plus développé. Je ne vais pas vous le montrer pour ne pas vous gâcher le plaisir de le découvrir. Je vous le disais plus tôt. Attends, il vient de dire que c'est des boss qui font ça? Combats qui utilisent la lampe de l'Umbral de façon assez originale. Ah, certains combats? Ok, ouais. C'est des boss, par contre, l'idée est géniale. Hein. En plein combat de boss, tu utilises la mécanique principale du jeu, qui te permettrait du coup de voir d'autres choses. Non, ça c'est vraiment banger. Hein. Ouais, ça c'est une idée qui me plaît beaucoup. Hein. Original, ça rajoute un petit plus, bien que, à mon avis, ça pourrait être plus développé. Je ne vais pas vous le montrer pour ne pas vous gâcher le plaisir de le découvrir. Je vous le disais plus tôt, le jeu dispose d'une fonction d'invasion de monde. Un joueur peut s'inviter dans votre monde et venir vous péter la tronche avant de repartir illico. Personnellement, ça me fait beaucoup rire parce qu'à chaque fois qu'un joueur envoie ma partie, comme il apparaît jamais directement sur moi, j'essaie de me planquer. Et comme un gros fourbe, je lui saute dessus sans qu'il s'y attende. L'effet de surprise, ça marche souvent. Je vous conseille cette technique. Puis ça apprendra à ces salauds d'oser envahir la partie des autres. Bon, parfois c'est un petit peu injuste. Alors par contre, c'est vrai que s'il n'y a pas de restriction en mode... tu sais, par exemple, dans DS1, il fallait te transformer en... Enfin, utiliser une humanité pour que tu sois éligible au mode multijoueur. C'est vrai que là, ça paraît quand même un peu envahissant. Parce que vous êtes en train de faire votre partie et vous vous faites envahir. Sauf que peut-être que quand vous vous faites envahir, vous êtes en train de galérer. Peut-être même que vous êtes déjà dans l'Umbral. Et le truc, c'est que vous vous faites attaquer par tous les monstres de l'Umbral, mais l'envahisseur, lui, il a pas à se soucier des ennemis. Il est pas visé par les ennemis quand il vous envahit. Il peut passer au milieu, ils vont jamais le calculer. Par contre, ils vont vous calculer, vous. Donc quand ça arrive, vous vous retrouvez seul contre tous, dont un joueur. Autant vous dire que vous avez assez peu de chance d'en sortir vivant.
Si un des plus grands points forts de Dark Souls, c'est la construction de son monde et la manière inégalée dont toutes les zones sont interconnectées, il faut avouer que le level design... Tiens, t'as vu ça là, ce qu'il vient de dire? Mais regarde, tout le monde est au courant. Moi, ça me fait chier. Moi, je voulais faire une vidéo là-dessus, parce que c'est un aspect que j'avais vraiment beaucoup aimé des Dark Souls. Enfin, du premier, du coup. Où tout était connecté. Alors là, attends, est-ce que c'est le 1? Ouais, attends. Est-ce que j'arrive à reconnaître les endroits? Putain, là, comme ça, je... C'est quoi? Est-ce que c'est Ash Lake? Ça, normalement, c'est tout en bas, Ash Lake. Peut-être là? C'est quoi, c'est Dark Souls 1, ça? Mais en tout cas, ouais, je voulais faire une vidéo comme ça qui parle de justement l'interconnectivité du premier Dark Souls, qui n'a jamais été refait ni dans DS2 ni dans DS1. Et ça, j'avoue, c'est un truc que... Tu traverses un niveau et tout, et à la fin, tu te dis, ah, ok, enfin, à la fin, tu t'ouvres une porte que tu n'arrivais pas à ouvrir précédemment, et tu te dis, ah, ok, c'est donc ça, et du coup, ça t'ouvre un chemin qui, en plus de cet aspect-là, est utile parce que, tu sais, il y a quand même un certain temps avant que tu débloques la mécanique de téléportation. Construction de son monde et la manière inégalée dont toutes les zones sont interconnectées, il faut avouer que le level design de Lords of the Fallen m'a plutôt impressionné. De la même manière que son aîné, le monde de Lords of the Fallen est grand, interconnecté et bien ficelé. Et en contemplant les magnifiques panoramas du jeu, vous pouvez apercevoir les différentes zones que vous allez visiter. Et ces zones, elles sont aussi nombreuses que variées. Des sombres tréfonds de l'Axiom jusqu'à ses sommets ensoleillés, les décors sont somptueux et c'est un vrai plaisir à parcourir. Ok. Un plaisir pour les yeux certes, Du coup, si tu me dis que ce jeu a la même chose, a ce même aspect d'interconnectivité des niveaux que DS1, bah en fait, moi ça me branche totalement. Hein. Ça me branche totalement. Bon, faudrait que je vois le prix du jeu après. Mais encore une fois, on a quand même Oblivion qui va peut-être sortir et ensuite Danganronpa à finir. Mais c'est vrai que je pourrais le mettre sur ma liste aussi. mais clairement pas une sinécure comme on dit, parce que souvent traverser les zones va vous mettre une pression, vous n'êtes pas prêt. Comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez utiliser la lampe pour ouvrir une fenêtre sur l'umbral, ce qui va parfois vous servir à débloquer des chemins pour continuer d'avancer. Et certaines fois, ça ne suffit pas, il faudra entrer carrément dans l'umbral. Ou alors, il se passera ça. Et c'est là que la tension monte. Le décor se transforme, l'ambiance devient oppressante, les sons eux aussi changent. Vous avez l'impression de retenir votre souffle, comme si vous étiez sous l'eau, et le décompte commence. Les panoramas sont insane. Mais d'ailleurs, t'as fini le jeu toi ou pas? Je sais pas si tu l'as fini celui-là. Parce que du coup, je sais pas si t'es au courant, mais est-ce que, parce que j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une V2 du jeu, du moins de ce que je comprends par là, c'est une grosse mise à jour, c'est vrai ça ou pas? Les fights ont l'air vachement rigides, tu trouves? C'est-à-dire, tu veux dire les movesets très punitifs? Je ne vous ai pas parlé du décompte. Tiens donc, plus vous restez dans l'umbral, et plus celui-ci voudra vous exterminer. Ouais, c'est vrai Au que là, début, comme ça, là. il n'y aura que quelques créatures fragiles. Et puis, plus le temps passe, plus les créatures sont nombreuses, redoutables. Jusqu'à ce que vous finissiez par devoir courir. Une fuite en avant jusqu'au prochain point de sortie de l'umbral, et ceci ne court pas les rues. Et là, vous respirez enfin. Dans Lords of the Fallen, les points de repos, équivalents au feu dans Dark Souls, sont très espacés, ce qui rend l'exploration des zones parfois tendues et punitives. Cependant, le jeu va vous donner un objet qui va pouvoir pallier à cette difficulté, les graines vestigiales. Ce sont des graines qui vous permettent de faire surgir un point de repos temporaire à des endroits spécifiques dans les niveaux. Alors ça, c'est excellent. Vous savez, à la base, les Dark Souls, ils voulaient... il me semble que c'est dans DS3 ou la mécanique... Non, je crois que c'est dans Elden Ring. L'un des deux, en tout cas. Ils voulaient implanter la mécanique de pouvoir poser soi-même un feu de camp, tu sais. Ou un site de grâce, hein, c'est la même chose. Je me rappelle plus c'est lequel des deux jeux. Mais c'est vrai qu'ils voulaient implémenter ça et au final, ils l'ont pas fait parce que il me semble que sur l'aspect technique, c'était difficile à faire. Il me semble, hein, je crois que c'était ça la raison. Les fights sont plutôt lents, plutôt. Ouais. Bon, après, ça dépend vraiment de la répétitivité de la lenteur. Mais en tout cas, c'est vrai que là, pour l'instant, j'ai un peu regardé du game. Enfin, tu sais, je regarde la vidéo en même temps, quoi. Et c'est vrai que sur le gameplay, ça me paraît pas plus choquant que ça. Même si c'est clair, hein, je vois bien que les movesets sont quand même assez lents.
Et après, peut-être que c'est d'anciens rushs qu'il a pris, parce qu'il a dit que depuis le temps, le jeu s'est beaucoup fait critiquer pour ça. Ces movesets très. Qui te font beaucoup bouger, qui sont assez lents. Il a dit que c'était quand même un peu arrangé. Pour ne pas que ce soit trop facile, il va y avoir 2 contraintes. Déjà, elles sont pas faciles à trouver. Vous en aurez notamment après avoir vaincu des boss ou certains ennemis un petit peu plus difficiles que les autres. Donc c'est très limité. Deuxièmement, Ça. vous ne pouvez placer qu'une graine à la fois. Comme ça, le jeu ne devient pas trop simple à parcourir. Si vous en placez une, la précédente disparaît. C'est une composante en demi-teinte. Personnellement, je ne trouve pas ça nul ni incroyable. Disons que ça rajoute un truc en plus à prendre en compte lors de votre exploration. Toujours est-il que pour éviter de gaspiller une de ces graines, on se retrouve souvent à devoir avancer presque en rushant jusqu'au prochain point de repos. Parfois, ça peut être un peu pénible. Cette sensation de rush en avant, c'est quelque chose qui me plaisait pas trop au début de ma première partie. Je pensais que c'était dû à un équilibrage assez imparfait et un monde de l'Umbral trop difficile. Puis j'ai écouté une interview du directeur artistique et j'ai compris que c'était parfaitement volontaire. Donc bien joué, parce que si vous vouliez m'oppresser, vous avez réussi. Pour finir avec l'exploration, je dois parler de tout ce qui est caché. Si vous aimez fouiner à droite à gauche, trouver le moindre petit objet caché pour lire sa description ou même pour avoir un objet super puissant ou quoi, vous allez vous régaler. Parce que clairement, il y en a dans tous les coins. Que ce soit des objets bien cachés, des chemins détournés, des portes ou murs invisibles ou à débloquer d'une certaine manière. Alors après, je suis pas sûr de beaucoup aimer... bon, ça me posera pas trop de problèmes, hein, parce que sur les premiers Souls que je faisais, c'était effectivement de... Tu sais, de clear tous les mobs, parce que voilà, t'apprends un peu comment marche le jeu, et puis au fur et à mesure, t'apprends que t'es pas obligé de tout clear pour avancer, quoi. Et c'est vrai que bon, après tu prends un peu cette habitude. Il avait évoqué tout à l'heure qu'il y avait de plus en plus de mobs dans l'Umbral, hein, si je dis pas de bêtises. De plus en plus tu restes longtemps, plus il y en avait plus. C'est vrai que ça, je suis pas certain de beaucoup aimer, parce que du coup, ça fait que tu dois rush. Après, c'est vrai que du coup, il est en train de dire que c'est designé pour être comme ça. Après, c'est vrai que je trouve ça dommage au niveau exploration, parce que ceux qui voudraient prendre un peu plus de temps, pour ceux qui seraient moins à l'aise sur les Souls, du coup, qui prendraient un peu plus de temps, c'est vrai que c'est peut-être un peu moins bien pour eux. Ça serait bien parce que la DA est lourde. Ouais, complètement. Hein. Non, pas fini. Un boss m'avait dégoûté avec une mecha OS et j'avais trouvé zéro stuff, c'était trop chiant. Le level design était très chiant. Ok, je vois, ouais. Je vois. Mais c'est vrai que là, cette idée un peu de... Bon, après, je comprends, parce que la volonté, c'est de faire un monde oppressif où, justement, dans l'Umbral, bon, vu à quoi ça ressemble, en tout cas, c'est pas fait pour... Ça a pas l'air très accueillant, quoi. Donc je pense qu'il veut renforcer un peu cette idée. Après, c'est un choix. Hein. C'est un choix. Des zones auxquelles vous pouvez accéder après avoir accompli certaines tâches optionnelles. Dites-vous qu'au bout de 2 parties, je n'ai pas encore parcouru toutes les zones du jeu. S'il y a une chose à retenir, c'est que globalement, le jeu est extrêmement généreux en contenu et en zones à explorer. Pour vous donner une petite idée, j'ai bouclé ma première partie en environ 40 heures, sachant que je n'ai pas fait toutes les quêtes secondaires. Ok, 40 heures, c'est solide. Au niveau de la quête principale, celle-ci est assez classique. Si vous avez fait un Dark Souls, globalement vous ne serez pas dépaysé. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, c'est juste que on connaît. Pour les quêtes secondaires, c'est pareil. Elles sont données par les personnes que vous rencontrerez au fil de votre aventure, et certaines, je dois l'avouer, sont vraiment cool. Elles ont un dénouement assez intéressant et impactent vraiment les personnages en question. Ok. Alors après, est-ce que la découverte de ces quêtes, ça je trouve que c'est un des points qui est les plus critiquables sur Elden Ring. Et d'ailleurs, il me semble même que Miyazaki est quand même d'accord avec cette opinion. Tu sais, je trouve que les quêtes dans Elden Ring, la plupart du temps, faut Google le truc pour avancer dans les quêtes. Hein. Et il me semble que la citation de Miyazaki, il disait que si tu dois ouvrir une page du jeu pour comprendre mon jeu, c'est que j'ai mal fait mon boulot, tu vois. Un truc dans ces eaux-là, hein, un truc comme ça. Et c'est vrai que ça, je trouve que c'est un truc qui est vraiment... Ça, je comprends un peu le fait que c'est vraiment pas un jeu qui te tient par la main et tout. Mais bon, en tout cas, j'avoue qu'il faudrait que ce soit meilleur quand même. Parce que les quêtes dans Elden Ring sont vraiment pas évidentes. Tu peux très facilement passer à côté de PNJ qui t'auraient intéressé. Mais c'est vrai que comme il faut les trouver dans des endroits spécifiques, bah... c'est compliqué de les trouver, tu sais.
Et des fois, tu trouves pas le PNJ à cet endroit. Du coup, tu continues ta quête parce que t'es pas forcément conscient qu'il était censé être là. Du coup, tu continues. Du coup, tu bats un boss que t'étais pas censé faire parce que du coup, ça nique la quête du PNJ en question, tu vois. C'est vrai que ça, c'est quand même un aspect dommage. Faudrait... Je sais pas comment, hein, mais il faudrait en tout cas que ce soit facilité. Faudrait qu'ils bossent là-dessus, quoi. Lombal, en vrai, c'est trop chiant, c'est voulu, mais même quand t'es pas dedans, t'es jamais tranquille pour chercher du stuff. Même quand t'es pas dedans, ok, ouais. Après, je sais que t'y as joué il y a longtemps, il a dit que ça s'est quand même amélioré depuis. Mais c'est voulu. Bon, si vous êtes encore là, ça fait un moment que vous l'avez sous les yeux, alors est-ce qu'on peut parler de cette direction artistique de malade? Franchement, si le combat et l'exploration ne vous suffisent pas, bah regardez ça. Le jeu a des décors et une direction artistique tellement sublime que plusieurs fois j'ai été obligé au cours de mes 2 parties de m'arrêter pour sortir le mode photo et prendre des screenshots du jeu. Et ces screenshots sont tellement ça a l'air vraiment beau par contre. Que ça pourrait être des fonds d'écran. Je fais une petite pause dans la vidéo juste pour vous dire que justement pendant que je faisais le montage et que je faisais mes recherches, je me suis rendu compte que les développeurs du jeu, ou en tout cas ceux qui sont chargés de la communication sur Steam, se sont servis de mes screenshots pour promouvoir une des mises à jour. Ça montre bien qu'on peut avoir des rendus magnifiques juste en faisant des screenshots, surtout avec les miens. Mais ça c'est quand même un sacré flex, hein. C'est quand même un sacré flex. Le mec il est... Enfin tu sais, il m'a l'air quand même assez petit hein, dans le monde de la création. Mais attends, c'est une folie ça. C'est une folie. Bien joué à lui. C'est pas juste beau, c'est magnifique. J'ai tout de suite été conquis par cet aspect du jeu, et quand je suis allé me renseigner sur les inspirations qui ont servi de base, bah la raison m'a paru évidente. Giger, Beksinski, 2 de mes artistes préférés, l'horreur cosmique, le gothique, une vision torturée du catholicisme façon Blasphemous, et même le célèbre personnage du Joker. Tout ça assemblé de façon à donner un résultat glauque, oppressant, sombre, magnifique. Y avait pas besoin d'en faire autant pour me conquérir là, hein, voyons. Et c'est pas juste visuel, les doublages eux aussi, ils sont incroyables. Je sais pas si vous les avez déjà entendus, mais moi, ils me mettent grave dans l'ambiance. I had no doubt in my assessment of you, as one worthy of the monumental task which lies before us, Crusader. My name is Dunmire, and I am an exactor of the dark... Bah du coup c'est bien qu'il évoque ça, hein. Il dit que du coup cette vision un peu... comment dire, c'est un peu négatif de l'exil, etc. Je sais que... Je crois que Bloodborne est un peu comme ça aussi. J'ai toujours pas fait Bloodborne, hein, parce que j'attends, je sais pas pourquoi, hein, je sais que les gens ont trouvé un moyen d'y jouer sur PC. Moi j'attends le jeu un peu officiel, je sais pas pourquoi je fais ça. Je sais pas pourquoi je fais ça. Et voilà cet aspect un peu... comment dire... critique ecclésiastique, ça peut être intéressant parce que c'est vrai que je voulais faire Blasphemous. C'est vrai que là, si ce jeu est un peu dans ce délire-là, bah, je serais pas trop dépaysé. Crusaders, the holy order of which you are now an honored member. Et il y a tellement plus à découvrir. Et en parlant de ça, il est temps d'aborder un autre point important pour tout fan de Souls. Le lore. Et oui, fan de Dark Souls que vous êtes, vous aimez probablement fouiner le moindre recoin et lire toutes les descriptions d'objets pour en apprendre un peu plus sur l'univers du jeu. Eh bien vous ne serez pas déçus puisque Lords of the Fallen raconte son lore de manière beaucoup plus généreuse, et ce, dès le début du jeu, avec la cinématique d'intro qui explique directement le contexte actuel et votre rôle. Cependant, certains trouveront ça moins bien que la manière plutôt indirecte, discrète et subtile des Souls à raconter son univers. Quand je dis que le jeu est généreux en lore, je pense notamment à tous les échos du passé que nous pouvons observer tout au long de l'aventure. Ok, ça c'est intéressant. Et d'ailleurs, au niveau des lores... Ah, c'est pas une critique Blasphemous, c'est juste une DA catho-gothique. Ok, ouais. Ok, je vois. D'ailleurs, tu l'as fini toi, les Blasphemous 1 et 2 ? Ou juste un seul? Je trouve ça intéressant quand même que, tu sais, les Dark Souls, franchement, ils peuvent se vanter, hein. Ils peuvent se vanter, enfin les jeux From Software, hein, juste les jeux From Software quoi, mais je dis Dark Souls. Ils peuvent se vanter du fait que c'est un jeu qui raconte très peu en soi. C'est genre... il raconte très peu, et en fait, les gens vont chercher d'eux-mêmes les informations
en dehors du jeu. Et il y a par exemple la chaîne de Vatividia. Tu vois, moi je trouve ça dingue quand même. C'est une statistique intéressante, je trouve, de voir qu'une chaîne qui est spécialisée dans le lore des jeux From Software, il y a quand même 3 millions de personnes dessus sur le lore du jeu. Hein. Tu vois, et en plus d'ailleurs, il a sorti une vidéo que je devrais regarder d'ailleurs, il y a pas longtemps. Mais voilà, je trouve ça dingue quand même. Et du coup, et voilà, et j'ai regardé un peu, il y a la même pour Hollow Knight que j'avais fait. Et du coup, voilà, on attend Silksong, hein, comme tout le monde. Mais j'avais regardé aussi pas mal de vidéos lore sur Hollow Knight. Et du coup, bah, en fait, s'il y a la même chose avec Lord of the Fallen, puisque moi, vraiment, ce genre de vidéos, je les dévore. Hein. Je les dévore. C'est en cours. Ok, ouais. Franchement, je les trouve ultra stylés, puisqu'on peut suivre le progrès de plusieurs personnages qui, parfois, disons, s'avèrent être un peu différents de ce qu'on en raconte, mais j'en dis pas plus. Un autre point notable concernant le lore, c'est le fait que pas mal de descriptions d'objets sont bloquées derrière un certain niveau de compétence que vous devrez augmenter pour pouvoir les lire. Le souci, c'est qu'en une seule partie, c'est pas vraiment... Ah ouais, non, hein. Ah ça, j'aime pas trop l'idée, hein. J'aime pas du tout, hein, le nombre de points illimité. Bon, à moins qu'on puisse facilement changer les points, et encore, même ça a l'air chiant. Ah ça, j'aime pas trop l'idée, hein. J'aime pas du tout, même. Le show don't tell dans les From Source, c'est tellement bien, faut le dire. Tellement dur de narrer une histoire comme ça, mais ils le font tellement bien. Ouais, vraiment, hein. Et tu sais, genre, genre moi, par exemple, qui sortais de Dark Souls, c'est vrai que j'ai pas trop été dépaysé. Tu sais, au niveau du lore, Elden Ring, Dark Souls, il y a quand même beaucoup de similitudes. Hein. Au niveau du... Le Tarnished est un peu similaire au Ashen One, qui est la même chose que le Chosen Undead. C'est vrai qu'on n'est pas trop dépaysé à ce niveau-là. Et ouais, je sais pas, même comme ça, je trouve que en fait, cette faculté de dire très peu, tu sais, je trouve que vraiment les Souls-like, il y a vraiment une raison pour laquelle ça a donné un genre en soi, tu vois. C'est arrivé dans une ère où justement les jeux te prenaient beaucoup par la main. Tu sais, justement, on parlait de Ubisoft tout à l'heure. Assassin's Creed, c'est connu pour ça. Tu sais, c'est connu pour ça. C'est vraiment le type de jeu où tu regardes ta carte, t'as 40 000 points dessus. Sur ton UI, tu sais, sur l'interface, t'as ta barre de vie, t'as la carte en haut, t'as 10 000 marqueurs sur ta carte. C'est vraiment rempli. Il faut vraiment aider les gens comme si vraiment ils étaient complètement débiles, tu vois. Et il y a une raison pour laquelle ça marche, tu vois, je veux pas dire. Mais c'est vrai que Dark Souls, ça prend un peu l'aspect opposé de ça, c'est-à-dire dans une période où les jeux étaient de plus en plus faciles, où on aide de plus en plus les joueurs, les Dark Souls, ce qu'ils ont fait, c'est que c'est vraiment tout le contraire. On lâche les joueurs, il n'y a pas de carte, la mécanique de TP, elle vient après. Celle-là, je parle par exemple pour le tout premier Dark Souls. Hein. Les boss très durs, tu vois, ce genre de choses. C'est vrai que c'est quand même une prouesse. Hein. Non, franchement, il mérite. Hein. C'est pour ça que j'étais très content quand Miyazaki a finalement gagné un award en sortant Elden Ring. Là où Dark Souls, c'est vrai que c'était quand même un peu plus renfermé, un peu plus niche. Où justement, c'est. Au niveau accessibilité, Elden Ring est plus facile qu'un Dark Souls 3, tu vois. Parce que Dark Souls 3, quelqu'un qui n'est pas initié aux Souls, il va tomber sur Yudex Gundyr comme premier fight. Et rien que là, il y a beaucoup de gens qui vont abandonner parce qu'ils peuvent pas en fait. Ils peuvent pas. C'est trop dur. Faisable de monter toutes les compétences requises pour débloquer toutes les descriptions. Personnellement, ça me dérange pas parce que, premièrement, ça me donne une bonne raison de refaire une partie. Ouais, vraiment. Et deuxièmement, ça me pousse à faire un build différent pour ma deuxième partie, comme ça je pourrais voir les autres descriptions. Et c'est ce que j'ai fait. Pour ma première partie, j'ai fait un build orienté mêlée et radiance, qui est une des 3 magies du jeu. Et pour la deuxième partie, j'ai fait un build mêlée brasier, une autre magie. Et du coup, j'ai pu varier et les armes et les sorts, et j'ai pu découvrir les nouvelles choses que je n'avais pas pu lire en termes de lore sur les descriptions d'objets. Et pour ceux qui râleraient du fait qu'on ne puisse pas tout découvrir en une seule run, je les mets au défi de me trouver une seule personne sur cette planète qui a trouvé tous les éléments de lore d'un Souls dès sa première partie. C'est pas possible. Bon, et en parlant de lore et de générosité, faut... Ouais. Ok. Mais je sais pas, cette idée de faire un build
faire un playthrough spécifique pour pouvoir avoir accès à les informations qu'il y a dans par exemple les items Radiance. C'est vrai que moi je trouve ça peut-être... je sais pas, je suis pas fan de l'idée. Je suis pas fan de l'idée. Parce qu'en plus ça te force à faire un type de gameplay que peut-être ça t'attire pas, tu vois. Je sais pas, je suis pas trop fan de ça, mais je comprends que c'est quand même un choix. Mais je suis pas fan, perso. Pour aussi vous dire que le jeu vous propose plusieurs fins selon vos choix, et elles sont plutôt cool. Et si vous pensiez que c'en était fini de ce que le jeu a à vous offrir, détrompez-vous. Parce que comme je vous l'ai dit, les développeurs n'ont pas arrêté d'améliorer le jeu et d'y ajouter du contenu. Des quêtes, des armes, des armures et même des modes de jeu. Je pense notamment au mode Boss Rush qui permet, comme son nom l'indique, d'enchaîner les boss du jeu façon Black Myth Wukong. Ça, c'est vrai que le prochain From Software, faudrait qu'il ait ça. Hein. La capacité de pouvoir refaire les boss. Ça, ce serait vraiment bien pour n'importe qui, tu sais, pour ceux qui voudraient s'entraîner, qui ont battu un boss, mais qui peut-être l'ont invoqué, tu vois, par exemple. Hein. Et ensuite voudraient le faire d'une façon un peu plus legit, en le faisant solo, pouvoir repratiquer, ou même les speedrunners, par exemple, qui pourraient... ça, ce serait le Graal pour eux de s'entraîner sur les boss, tout ça, sans devoir garder la partie et copier, coller, tout ça, machin. Sur le papier, tu pourrais avoir au moins 80% des infos en une run. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. C'est comment dire. En tout cas, voilà, l'approche des Souls qui est pas limitée comme Lord of the Fallen au niveau de description des items. En tout cas, tu vois, ça, je trouve peut-être ça trop restrictif, tu vois. Parce que peut-être que, tu vois, je dis au hasard, hein, peut-être qu'il y a plein d'infos de lore qui est bloqué derrière, on va dire, l'arbre de compétences des haches, et peut-être que j'ai pas envie de jouer des haches, j'ai envie de, je sais pas, jouer une lance, tu vois, par exemple. Hein. Le Graal pour les bows only. Et j'en peux plus, hein. Les bows only. En plus, je l'ai fait à l'époque, hein. Non, les bows, c'est horrible. En plus, maintenant, il y a le boss de fin du DLC. Je veux même pas l'imaginer faire ça sur Elden Ring, quoi. Bow only, boss de fin du DLC, juste avec une bow, ça me paraît impossible. Pas impossible, mais beaucoup trop dur. Hein. Non, chat, on verra, hein, on verra. Mais pour l'instant, ça, c'est une idée, je veux vraiment qu'elle soit lointaine. En pré-nerf en plus. Bah attends, en pré-nerf, mais est-ce que au moins on peut avoir les personnes en question, hein, qui doivent finir ce putain de boss en version pré-nerf, hein? Non, parce que ça, faut le dire aussi, hein. Est-ce qu'on peut au moins, déjà, voilà, certaines personnes ici dans le chat qui pourraient au moins faire le vrai boss en pré-nerf avant de... Et moi je fais ça avec une bow, quoi. Un arc. Et si vous avez juste envie de refaire une partie, là aussi vous allez être servi, parce qu'après avoir fini votre première partie, vous débloquerez les modificateurs de jeu. Les modificateurs, c'est simple. Au lancement d'une nouvelle partie, vous pourrez sélectionner selon votre envie des modificateurs qui vont rajouter un challenge plus corsé, du genre rajouter des ennemis, les placer aléatoirement dans le jeu, ou au contraire des modificateurs qui vont vous donner un coup de pouce, comme celui qui permet de ramasser des armes qui sont déjà améliorées selon votre niveau. Bref, vous l'avez compris. Aléatoirement dans le jeu, bon, je pense pas que ce soit ça, hein, mais est-ce que l'idée derrière c'est un randomizer? Je pense pas. Hein. Je pense pas, mais par contre ça a l'air banger, hein, le fait que ce soit implanté directement dans le jeu. Après, je pense que ça se limite, que c'est pas vraiment un vrai randomiseur comme j'ai envie d'en faire un sur Dark Souls. Et je préfère se mettre The Raid de chat sur FF14, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ah, Jotaro, là on parle de toi, hein. Jotaro, tu l'as toujours pas fini ce DLC d'Elden Ring, hein. Tu le sais ça? T'es pas le seul, hein. Et vous pouvez vous refaire une partie sur mesure selon vos envies, et ça c'est franchement cool. J'espère que la vidéo vous aura plu, pour ma part ça aurait été un véritable plaisir, surtout de refaire le jeu à cette occasion vu que je l'aime beaucoup et que selon moi il n'a pas les notes qu'il mérite. Les notes qui lui restent sur Steam c'est des notes résiduelles de quand il est sorti à l'époque en 2023. Ce n'est plus le même jeu, il est bien meilleur et je pense que beaucoup de monde passe à côté et devrait l'essayer. J'espère que je vous ai convaincu de le faire. Si vous l'avez pas déjà fait, dites-le moi dans tous les cas. Et sur ce, je vous dis rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo, un prochain live, peut-être un TikTok ou quoi que ce soit d'autre. Ok, alors. Je vais quand même voir ce qu'il dit.
Lord of the Fallen, mostly positive. Recent view, mostly positive. All reviews mixed. Bon, c'est vrai que all reviews mixed, c'est quand même un peu dommage. Hein. Parce que, bon, de ce qu'il dit, hein, j'ai pas trop suivi les actus du jeu, mais de ce qu'il dit, c'est vrai qu'ils ont l'air d'avoir beaucoup remonté la pente. Tu vois, c'est pour ça, je trouve qu'on devrait un peu, comme je disais, séparer un peu les premières reviews de la première semaine ou qu'importe le temps, quoi, mais les premières reviews, quoi, qui sont beaucoup dues au fait qu'il y a eu des problèmes d'optimisation, et par la suite, la note overall. C'est vrai que c'est quand même assez injuste pour les jeux, je trouve. Hein. Même si, attention, je comprends quand même le fait que quelqu'un qui achète ça day one et qui tombe sur un jeu complètement mal optimisé, je comprends aussi qu'il se sente lésé, tu vois. Mais ouais, je trouve ça dommage. Vous en pensez quoi, chat? Fait Extra Life 9 sur 10. Bon, Extra Life. C'est vrai qu'il y a eu quelques dramas là-dessus. Bon. Mixed. Bon, après là, mostly positive. C'est vrai qu'il y a quoi au-dessus? Au-dessus, c'est directement overwhelmingly positive, c'est ça? Ok. En tout cas, chat, vous avez pensé quoi de cette vidéo? Ça va, moi j'ai bien aimé la présentation. Non, je trouvais ça intéressant. Tenez, je vous passe le lien dans le chat si jamais. Et puis, ouais, voilà, ouais, je trouvais ça intéressant. Je pense que je vais mettre Lord of the Fallen dans ma liste de jeux à faire, si vous en pensez.